Regardez-moi bien, car à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus qu'un souffle de vent qui ne laisse aucune trace sur votre chemin. C'est par ces mots, prononcés d'une voix qui ne tremblait pas malgré l'infamie, qu'Adjoa a scellé son propre sort devant le conseil des anciens de Kabasira. Elle se tenait là, droite comme un Iroko centenaire, au milieu de la place du village où la poussière rouge semblait s'élever pour masquer la honte des hommes. À 50 ans, Adjoa portait sur son visage la géographie d'une vie de labeur et de dignité, mais pour les chefs de la lignée, elle n'était plus qu'une ombre encombrante sur une terre qu'ils convoitaient. Son mari, le grand gardien des semences, était retourné à la terre il y a 3 lunes à peine, et déjà les hyènes tournaient autour de l'héritage. Avant que nous ne plongions dans le récit de cette femme incroyable qui a défié les lois des hommes pour obéir à celles de la terre, je vous demande de rester avec nous jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une histoire de survie, mais une preuve que la justice peut germer là où tout le monde ne voit que la mort. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire sur une échelle de 1 à 10 quelle force vous auriez trouvé à la place d'Adjoa. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à raconter ces destins oubliés. Le silence qui pesait sur Kabasira ce jour-là n'était pas celui de la paix, mais celui de la complicité. Moussa, le frère cadet du défunt, se tenait un peu à l'écart, ses yeux brillants d'une ambition que même le deuil n'avait pu éteindre. Il avait murmuré à l'oreille des anciens, distillé le poison de la suspicion, affirmant qu'Adjoa avait mangé l'âme de son époux. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas donné de fils au clan. Dans l'esprit de ces hommes pétris de superstition et assoiffés de pouvoir, l'absence d'un héritier mâle transformait la veuve en une étrangère, une menace pour la transmission des terres fertiles de la vallée. Le rituel de l'exil fut une déchirure. Sous le regard lourd des villageois, on lui arracha son pagne de deuil, ce tissu qui symbolisait encore son lien avec le défunt. Les mains rugueuses des anciens ne montrèrent aucune pitié lorsqu'ils lui rasèrent la tête, laissant son crâne nu exposé au soleil implacable. Pour le village, elle n'était plus Adjoa, la femme du gardien des semences. Elle était devenue une bannie, un fantôme que l'on jette hors des murs, pour ne plus avoir à affronter son regard. On lui interdit de boire à l'eau du puits communal, on lui défendit de prononcer le nom de la famille, et on ordonna à chacun de détourner les yeux si d'aventure leur chemin venait à se croiser. Adjoa ne versa pas une seule larme. Sa douleur était une roche enfouie trop profondément pour que l'humidité des yeux puisse l'atteindre. Elle ramassa ses maigres possessions, mais son trésor le plus précieux restait caché sous un morceau de tissu indigo délavé, une petite boîte en fer blanc, rouillée par le temps, que son mari lui avait glissée entre les mains dans un dernier souffle. « Garde-la, lui avait-il dit, ne la montre à personne avant que la terre ne te parle. » À cet instant, sur la route poussiéreuse qui s'éloignait du village, Adjoa ne savait pas encore que cette boîte contiendrait les clés de sa résurrection. Elle marcha pendant des heures, ses pieds nus s'habituant à la morsure des cailloux chauffés à blanc. Elle ne se dirigeait pas vers les villages voisins, où la rumeur de sa disgrâce l'aurait précédée comme une traînée de poudre. Elle marchait vers le sud, vers un lieu que tout le monde fuyait, le ventre de la terre. C'était une dépression rocheuse, un cratère immense et stérile, où la végétation semblait avoir renoncé depuis des siècles. C'est là que se dressaient les squelettes de béton d'une ancienne station agricole coloniale, abandonnée depuis que les derniers administrateurs étrangers étaient partis. Pour les gens de Kabasira, c'était un lieu maudit, hanté par les esprits des anciens ouvriers et par la colère d'une terre qui refusait de nourrir les hommes. C'est dans ces ruines, entre 2 murs lépreux et un toit de tôle qui gémissait sous le vent, qu'Adjoa trouva refuge. Elle était seule, sans nourriture, avec pour seule compagnie le cri des rapaces qui survolèrent le cratère. Mais elle n'était pas la seule âme errante dans cette région. Bakari, un jeune instituteur dont le regard portait la fatigue de ceux qui ont trop vu la ville, venait de revenir au pays. Bakari était un homme brisé. Il était parti des années auparavant avec de grands rêves de diplôme et de bureaux climatisés, laissant sa mère mourir dans la solitude et la pauvreté. Ce remords le rongeait comme un acide. Revenu à Kabasira pour enseigner dans la petite école délabrée, il se sentait comme un étranger parmi les siens. C'est en cherchant un peu de calme loin des palabres hypocrites du village que Bakari aperçut une silhouette au fond du cratère. Au début, il crut à une hallucination due à la chaleur. Qui pourrait survivre dans ce four de pierre?
En s'approchant prudemment, il reconnut Adjoua. Il se souvint d'elle, de la dignité qu'elle dégageait autrefois lorsqu'elle marchait aux côtés de son mari. La voir ainsi, la tête rasée, vêtue de haillons, cherchant de l'eau dans les fissures des rochers, brisa quelque chose en lui. Il vit en elle l'image de sa propre mère qu'il n'avait pas pu sauver. Le village, de son côté, célébrait déjà la victoire de Moussa. Sous l'arbre à palabres, le vin de palme coulait à flots. Moussa riait fort, s'appropriant déjà les champs de son frère, distribuant des promesses de récoltes abondantes aux anciens qui l'avaient soutenu. Pour eux, Adjoua était déjà morte. On racontait qu'elle était devenue folle, qu'elle parlait aux pierres et qu'elle mourrait de faim avant la prochaine lune. Moussa se moquait ouvertement d'elle, affirmant que la sorcière avait enfin trouvé un chaudron à sa mesure dans le cratère du diable. Mais au fond du ventre de la terre, une transformation silencieuse commençait. Adjoua n'était pas folle. Elle était habitée par une vision. Chaque matin, avant que le soleil ne déchire l'horizon, elle se levait et commençait à creuser. Avec une vieille houe édentée qu'elle avait déterrée sous les décombres de la station coloniale, elle s'attaquait à la croûte durcie du cratère. Ce n'était pas un travail désordonné. Elle suivait des lignes invisibles, traçant des cercles concentriques qui semblaient imiter le mouvement des étoiles, ou les rides à la surface d'une eau calme. Bakary, intrigué et poussé par un besoin de rédemption qu'il ne s'expliquait pas, commença à lui apporter secrètement des gourdes d'eau et quelques boules de mil. Au début, elle ne lui parlait pas. Elle acceptait l'offrande d'un signe de tête, ses yeux fixés sur la terre qu'elle retournait inlassablement. Un soir, alors que l'armatan commençait à souffler, elle s'assit près de lui et ouvrit enfin la boîte en fer blanc. « Regarde, Bakary, » dit-elle d'une voix basse qui résonna contre les parois rocheuses. « Les hommes croient que la terre est morte parce qu'ils ont oublié comment lui parler. Mon mari, lui, savait. Il a passé sa vie à noter les secrets de l'eau, les mouvements des sources souterraines que les anciens ont ignorés pour courir après le profit immédiat. » Bakary se pencha sur la boîte. À l'intérieur, protégés par des couches de papier jauni, se trouvèrent des croquis d'une précision chirurgicale. Ce n'étaient pas de simples dessins, mais de véritables plans d'irrigation, mêlant le savoir ancestral des cycles de la Lune à des calculs techniques que même les ingénieurs coloniaux n'auraient pas reniés. C'était l'héritage caché du gardien des semences. Il avait compris que le cratère n'était pas une terre maudite, mais un réceptacle naturel, un entonnoir géant capable de capturer la moindre goutte de rosée et de pluie, à condition de savoir comment diriger cette vie vers les racines. Pendant que Moussa épuisait les terres de la vallée en y plantant sans relâche les mêmes cultures, appauvrissant le sol pour rembourser les dettes qu'il contractait auprès des commerçants de la ville, Adjoua sculptait le désert. Elle creusait des canaux profonds, installait des barrages de pierres sèches pour retenir les sédiments et créait des poches de compost avec les rares feuilles sèches et les débris qu'elle récoltait. Bakary la regardait faire, fasciné. Il commençait à comprendre que cette femme qu'on avait bannie pour sorcellerie possédait une science bien plus réelle et puissante que toutes les prières des anciens. Les bergers qui passaient parfois sur les crêtes surplombant le cratère rapportaient au village des nouvelles inquiétantes. Ils disaient que la veuve ne mourait pas. Au contraire, elle semblait grandir en force. Ils parlaient de ces sillons étranges qui couvraient le fond de la dépression, de ces motifs géométriques qui transformèrent le paysage en une immense œuvre d'art terrestre. Au village, on riait de ces histoires. Moussa affirmait que c'étaient les délires de bergers ayant trop bu de lait fermenté. Mais dans son regard, une lueur d'inquiétude commençait à poindre. Il n'aimait pas l'idée que quelque chose lui échappe, surtout dans ce lieu qu'il pensait être le tombeau de son ennemi. La tension monta d'un cran lorsque les premiers signes de la saison des pluies apparurent. C'était une année particulière, où le ciel semblait s'être chargé d'une colère accumulée pendant trop longtemps. Les nuages étaient noirs, lourds, presque palpables. Les anciens, confiants, ordonnèrent les semailles habituelles dans la vallée. Mais la terre, maltraitée par des années de culture intensive et par la cupidité de Moussa, n'était plus capable de boire. Pendant ce temps, Bakary passait de plus en plus de temps avec Adjoua. Il l'aidait à transporter les pierres, à consolider les parois de ses canaux. En travaillant à ses côtés, il sentait son propre vide intérieur se combler. Il ne s'agissait plus seulement d'aider une veuve bannie. Il s'agissait de participer à un miracle. Adjoua lui enseignait la patience.
Elle lui montrait comment lire la texture du sable, comment anticiper le chemin de l'eau. Un soir, alors que le premier tonnerre grondait au loin, Adjoa s'arrêta et regarda le ciel. La boîte en fer blanc était posée à côté d'elle, comme un talisman. « Bakary, demain, tout va changer. La terre va réclamer ce qui lui appartient, et ceux qui n'ont pas su la respecter verront leurs espoirs emportés par le flot. Mais ici, dans ce ventre que tout le monde méprise, la vie va enfin se réveiller. » Le lendemain, la pluie tomba. Ce ne fut pas une averse bénie, mais un déluge de fin du monde. Des trombes d'eau s'abattirent sur Kabassira avec une violence inouïe. Dans la vallée, les champs de Moussa furent transformés en rivières de boue en quelques minutes. Les jeunes plants de maïs, à peine sortis de terre, furent déracinés et emportés vers le fleuve. Les digues de fortune que les anciens avaient fait construire à la hâte cédèrent les unes après les autres. C'était un désastre. La terre, devenue dure comme de la pierre à force d'être malmenée, refusait d'absorber l'eau, la laissant ravager tout sur son passage. Mais au ventre de la terre, le spectacle était tout autre. L'eau qui dévalait les parois rocheuses n'était pas une force destructrice. Elle était guidée, canalisée par les mains expertes d'Adjoa. Les cercles concentriques se remplirent lentement, transformant le cratère en une série de bassins étagés. Les barrages de pierre ralentissèrent le courant, permettant à l'eau de s'infiltrer profondément dans le sol meuble qu'Adjoa avait préparé avec tant de soin. C'était une symphonie hydraulique, un ballet où chaque pierre et chaque sillon jouaient son rôle. Lorsque la pluie s'arrêta enfin, quelques jours plus tard, le contraste était saisissant. La vallée de Kabassira n'était plus qu'un champ de ruines boueux, où les villageois erraient avec désespoir, constatant la perte de leurs récoltes et de leurs espoirs. Mais quand les premiers curieux montèrent sur la crête pour regarder vers le cratère maudit, ils restèrent pétrifiés. Au fond de la dépression, là où il n'y avait que de la pierre grise et de la poussière une semaine auparavant, un tapis d'un vert émeraude commençait à poindre. Ce n'était pas seulement quelques herbes folles, c'était une oasis structurée, luxuriante, où les premières feuilles de gombo, d'igname et de maïs se dressaient fièrement vers le ciel. Adjoa, debout au milieu de son jardin en cratère, semblait être la reine d'un royaume dont elle seule connaissait les frontières. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. La sorcière a fait pousser la vie dans le désert, criait-on dans les ruelles du village. La jalousie de Moussa, nourrie par la vision de sa propre ruine, se transforma instantanément en une rage meurtrière. Il ne pouvait pas accepter que celle qu'il avait humiliée et chassée puisse réussir là où il avait échoué. Pour lui, ce n'était pas de l'agriculture, c'était une insulte personnelle, un défi lancé à son autorité. Il convoqua à nouveau les anciens, mais cette fois, ses paroles étaient teintées d'une peur mal dissimulée. « Vous voyez, elle nous a volé la fertilité de nos terres. Elle a utilisé la magie noire pour attirer l'eau de la vallée vers son trou maudit. Tant qu'elle sera là, Kabassira ne connaîtra que la famine. » Les anciens, désemparés par la perte de leurs richesses, commencèrent à prêter l'oreille à ces mensonges. La peur est un engrais fertile pour la haine, et Moussa savait comment la cultiver. Il commença à préparer les esprits pour une expédition punitive, une action qui mettrait fin une fois pour toutes à l'existence de ce jardin miraculeux et de sa créatrice. Mais Bakary, caché dans l'ombre des piliers de l'école, avait tout entendu. Il savait qu'il ne pouvait plus rester un simple spectateur. La rédemption qu'il cherchait n'était pas dans les livres, mais dans la protection de cette vérité qui poussait au fond du cratère. Il se souvint de la boîte en fer blanc et des papiers qu'il y avait aperçus. Il y avait là-dedans quelque chose de plus que des plans d'irrigation, quelque chose que Moussa craignait par-dessus tout. Profitant de la nuit, Bakary prit son vieux vélo et se mit en route pour la ville de district située à une journée de voyage. Il se souvenait des archives poussiéreuses de la mairie coloniale, où il avait parfois travaillé comme traducteur. Il devait vérifier une intuition, une certitude qui s'était formée en lui en écoutant les histoires du défunt mari d'Adjoa. Si ce qu'il soupçonnait était vrai, la bataille pour le ventre de la terre ne ferait que commencer. Pendant ce temps, au cratère, Adjoa ne se reposait pas. Elle savait que le calme après la pluie était trompeur. Elle caressait les feuilles de ses plants, leur murmurant des mots de courage comme une mère à ses enfants. Elle savait que les hommes viendraient. Elle savait que la lumière qu'elle avait fait jaillir de la roche allait brûler les yeux de ceux qui préféraient l'obscurité du pouvoir. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait la terre avec elle,
et la terre ne trahit jamais ceux qui la servent avec vérité. Alors que l'aube se levait sur une nouvelle journée de tension, une silhouette apparut au bord du cratère. Ce n'était pas Moussa, ni les anciens. C'était une jeune femme du village, portant un nourrisson sur son dos, qui s'était glissée hors de sa case malgré l'interdiction. Elle descendit la pente avec précaution et s'approcha d'Adjoa. Elle ne dit rien, mais elle tendit une petite calebasse vide. Adjoa sourit, prit la calebasse et la remplit de l'eau claire qui coulait d'un des bassins de rétention. À cet instant, le premier lien de la solidarité venait d'être retissé. Le jardin n'était plus seulement un lieu de survie personnelle, il devenait le symbole d'une résistance silencieuse qui allait bientôt ébranler les fondations mêmes de Kabassira. Mais le danger rôdait. Moussa, armé d'une haine que rien ne semblait pouvoir apaiser, affûtait son coupe-coupe tout en haranguant les jeunes du village. La confrontation était inévitable, et le destin d'Adjoa, de son jardin et du secret contenu dans la petite boîte en fer blanc allait se jouer sous le regard brûlant du soleil de midi. Le chemin vers la ville de district n'était pas seulement une route de terre et de nids de poules. Pour Bakary, c'était le chemin d'une pénitence nécessaire. Chaque coup de pédale sur son vieux vélo, chaque bouffée d'air brûlant qui lui desséchait la gorge, était une offrande à la mémoire de sa propre mère. Il savait que s'il échouait à aider Adjoa, il ne pourrait plus jamais se regarder dans un miroir sans y voir le visage d'un lâche. La poussière ocre s'accrochait à sa peau, formant une croûte grise avec sa sueur, mais son esprit était étrangement lucide. Il repensait au croquis dans la boîte en fer blanc. Ce n'était pas l'œuvre d'un simple paysan, mais celle d'un homme qui avait compris la géométrie secrète de la nature. Arrivé à la mairie du district, un bâtiment aux murs délavés qui portait encore les stigmates de l'époque coloniale, Bakary se heurta d'abord à l'indifférence bureaucratique. Les employés, assoupis sous les ventilateurs qui brassaient un air lourd, ne voyaient en lui qu'un énième villageois en quête d'un papier sans importance. Mais Bakary ne recula pas. Il utilisa son ton d'instituteur, ce ton qui exige le respect, et finit par obtenir l'accès à la salle des archives. C'était un lieu oublié de Dieu où les dossiers s'empilaient jusqu'au plafond, dévorés par les termites et l'humidité des saisons passées. Pendant ce temps, à Kabassira, l'atmosphère était devenue irrespirable, et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur qui suivait les pluies. Moussa avait réussi son pari. Il avait transformé le malheur du village en une arme contre Adjoa. Dans les concessions, on ne parlait plus que de la sorcière du cratère. Les mères serraient leurs enfants contre elle lorsqu'elles apercevaient la silhouette de la veuve au loin. Moussa passait ses journées à l'ombre de l'arbre à palabres, sa voix mielleuse distillant le poison de la discorde. « Regardez nos champs », disait-il en montrant les sillons dévastés par l'érosion. « La terre nous a tourné le dos parce qu'elle se nourrit là-bas, dans le trou. Adjoa a scellé un pacte avec les esprits de la station abandonnée. Elle boit la fertilité de nos ancêtres pour faire pousser son jardin de démons. Si nous ne l'arrêtons pas, Kabassira deviendra un désert de pierre tandis qu'elle rira sur nos tombes. » Ces mots trouvaient un écho terrible chez des hommes qui avaient tout perdu. La faim est une conseillère cruelle, et Moussa le savait mieux que quiconque. Il ne voulait pas seulement le jardin, il voulait effacer la preuve vivante que son frère était un homme plus sage que lui. Dans son cœur noir, la réussite d'Adjoa était une condamnation permanente de sa propre médiocrité. Au fond du cratère, Adjoa ressentait le poids de cette haine invisible. Elle se tenait debout au milieu de ses plants de gombo qui atteignaient déjà ses genoux. Le jardin était devenu une entité vivante, un poumon vert respirant au milieu de la désolation. Mais elle savait que la beauté est parfois un crime aux yeux de ceux qui cultivent la laideur. Elle s'asseyait souvent le soir sur les marches de béton effritées de l'ancienne station, la boîte en fer blanc posée sur ses genoux. Elle se surprenait à parler à son défunt mari, non pas comme à un fantôme, mais comme à un guide. « Ils arrivent, mon aimé », murmurait-elle, ses doigts caressant la rouille de la boîte. « Ils arrivent avec leur cœur de pierre et leurs mains pleines de colère. Ils ne voient pas que l'eau que je retiens ici est celle qu'ils ont laissée s'échapper par paresse. Ils ne voient pas que le ventre de la terre est prêt à les nourrir tous s'ils acceptent seulement de plier le dos et d'apprendre. » Sa solitude fut brusquement interrompue par un mouvement dans les buissons secs qui bordèrent le cratère. Ce n'était pas Bakary, c'était un groupe de femmes, les veuves les plus pauvres du village, celles qui n'avaient même plus de quoi piler un peu de grain.
Elles s'avançaient avec une crainte mêlée d'un espoir fou. Elles avaient entendu parler du miracle, elles avaient vu l'eau rester prisonnière des cercles de pierre, alors qu'ailleurs, elle n'avait fait que passer comme un voleur. Adjoua ne les chassa pas. Elle ne leur demanda pas de compte sur leur silence lors de son exil. Elle se leva simplement, prit une houe et leur montra un coin de terre encore vierge. « Ici, la roche est moins profonde, » dit-elle avec une douceur qui les désarma. « Si vous creusez ainsi, en suivant la courbe du soleil, l'humidité restera. Ne me regardez pas comme une sainte ou une sorcière. Regardez la terre. Elle est la seule qui ne ment jamais. » C'était un acte de rébellion suprême. Adjoua était en train de former une armée de l'espoir sous le nez de Moussa. Ces femmes, autrefois invisibles, commençaient à trouver une force nouvelle. Elles ne se contentaient de plus de glaner des restes, elles apprenaient à créer la vie. Mais cette solidarité naissante ne fit qu'attiser la fureur de Moussa lorsqu'il en fut informé par l'un de ses espions. Pour lui, c'était une mutinerie. Si les femmes commençaient à suivre la bannie, c'est tout l'ordre social qu'il essayait de bâtir sur la peur qui s'effondrerait. À la mairie du district, Bakary était sur le point d'abandonner. Ses yeux le brûlaient, à force de lire des noms et des dates sur des papiers qui tombaient en poussière sous ses doigts. Il était sur le point de refermer le dernier registre de l'année 1952 quand une page, coincée entre deux feuilles de carton, attira son attention. Ce n'était pas un document administratif ordinaire. C'était un acte de cession, rédigé en anglais et traduit en français, portant le sceau officiel de l'ancienne administration territoriale. Ses mains tremblèrent en déchiffrant les caractères. L'acte stipulait qu'en reconnaissance des services rendus lors de la grande sécheresse de 1947 et pour avoir sauvé les stocks de semences de la région, le terrain désigné comme la station du Sud, le ventre de la terre, était cédé en pleine propriété à la lignée du gardien des semences, à titre personnel et héréditaire. Plus incroyable encore, le document précisait que cette propriété incluait un droit de regard sur les terres adjacentes de la vallée pour garantir la protection du bassin versant. Bakary réalisa l'ampleur de sa découverte. Le terrain que les villageois croyaient communal ou maudit appartenait légalement à la famille d'Adjoua. Et comme son mari était mort sans héritier mâle, mais qu'elle était sa veuve légitime selon les lois civiles qui commençaient à primer sur les coutumes abusives, elle en était la gardienne légale. Moussa n'était pas seulement un usurpateur moral, il était un voleur aux yeux de la loi. Mais Bakary savait que la loi est un concept fragile dans la poussière de Kabassira si elle n'est pas soutenue par une preuve de fer. Il chercha encore et finit par trouver le duplicata du titre de propriété, avec le plan cadastral original. Il comprit alors pourquoi le mari d'Adjoua avait été si discret. Il savait que s'il révélait l'existence de ce papier avant que la communauté ne soit prête à l'accepter, il serait assassiné. Il avait attendu, espéré un changement, et finalement confié ce secret à la seule personne en qui il avait une confiance absolue, Adjoua. « La boîte », murmura Bakary. « La boîte ne contient pas seulement des plans, elle contient sûrement l'original de cet acte. » Il se précipita hors de la mairie, ne prenant même pas le temps de manger. Il devait rentrer. Il sentait que le temps pressait, que l'orage qui couvait au village n'était plus météorologique mais humain. À Kabassira, Moussa avait pris sa décision. Il avait réuni les jeunes gens les plus influençables, ceux qui espéraient une part des terres volées. Armés de gourdins et de torches éteintes, ils se préparaient pour une descente au cratère. Les anciens, craignant de perdre leur propre autorité, fermèrent les yeux ou hochèrent la tête en signe d'approbation silencieuse. « Ce soir, » hurlait Moussa, « nous allons purifier la terre. Nous allons boucher ces trous de sorcières et ramener l'ordre dans la vallée. Adjoua partira où elle restera enterrée dans ce trou qu'elle aime tant. » L'obscurité commençait à tomber sur le ventre de la terre. Adjoua vit les lueurs des torches s'allumer sur les hauteurs. Elle entendit les cris de haine qui descendèrent à les parois du cratère, amplifiés par l'écho. Les femmes qui l'aidèrent s'enfuirent, terrorisées, se cachant dans les recoins sombres des ruines de la station. Adjoua resta seule au milieu de ces cultures. Elle ne chercha pas à se cacher. Elle ramassa sa boîte en fer blanc, l'enveloppa soigneusement dans son tissu indigo et s'assit par terre, au milieu de ses plants de maïs. Elle sentait la terre vibrer sous elle, non pas de peur mais d'une force tranquille. Elle se rappelait les paroles de son mari. « La vérité est comme une graine, Adjoua. On peut marcher dessus, on peut l'oublier, on peut même essayer de l'étouffer sous une tonne de mensonges.
Mais dès que la première goutte de justice tombe, elle déchire tout pour sortir. La foule menée par Moussa atteignit le fond du cratère. Les flammes des torches projetèrent des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs de pierre. Moussa s'avança, le visage déformé par une grimace de triomphe. Il regarda le jardin luxuriant avec un mépris qui masquait mal sa convoitise. « Alors, sorcière, cracha-t-il, tu pensais que ton petit jardin nous ferait oublier qui commande ici? Tu as volé l'eau du village, tu as corrompu nos femmes, regarde ce qu'il reste de ton œuvre. » Il leva son gourdin pour frapper le premier plant de maïs, mais Adjoua se leva. Elle n'avait aucune arme, ses mains étaient vides, mais son regard avait une telle intensité que Moussa hésita une seconde. « Tu peux détruire ces plantes, Moussa, » dit-elle d'une voix calme qui coupa les cris de la foule. « Elles repousseront, mais tu ne pourras jamais reconstruire l'honneur que tu es en train de perdre ce soir. Ce jardin n'est pas le mien. C'est le don de mon mari à ce village. C'est la preuve que même dans la pierre, on peut trouver de quoi nourrir ses enfants si on a le cœur pur. »« Tais-toi, » hurla Moussa, dont la voix montait dans les aigus sous l'effet de la rage. « Ton mari était un fou, et tu es sa complice. Brûlez tout, détruisez tout. » Les jeunes commencèrent à s'avancer, certains hésitant devant la dignité de cette femme seule, d'autres poussés par l'adrénaline de la violence. Une torche fut lancée vers le tas de paille sèche que les femmes utilisaient pour le compost. Les flammes s'élevèrent, éclairant le cratère comme en plein jour. C'est à ce moment qu'un cri retentit du haut de la falaise, un cri puissant, autoritaire, qui figea tout le monde sur place. « Arrêtez! Au nom de la loi et de la vérité, arrêtez !» Bakary était là, debout sur la crête, sa silhouette se découpant contre le ciel étoilé. Il tenait en l'air une sacoche de cuir, et à ses côtés se tenaient deux hommes en uniforme, des représentants de l'administration préfectorale qu'il avait réussi à convaincre de le suivre en urgence. La foule murmura. La présence des autorités changeait tout. À Kabassira, on craignait les anciens, mais on savait que la force de l'État était une lame qui pouvait trancher bien plus profondément. Moussa essaya de reprendre contenance, mais Bakary descendait déjà la pente, courant presque, ignorant les pierres qui roulaient sous ses pieds. « Moussa !» cria Bakary en arrivant au centre du cercle. « Ton règne de mensonge s'arrête ici. J'ai les preuves. J'ai les registres du district. » Il s'approcha d'Adjoua, lui prit doucement la main et se tourna vers la foule. Les villageois s'étaient tus. Même le crépitement du feu semblait avoir baissé d'intensité. Bakary sortit les documents. Ses mains ne tremblaient plus. Il commença à lire, non pas comme un instituteur, mais comme un héros de la justice. Il expliqua la session de 1952. Il expliqua les droits de propriété. Mais il fit plus que cela. Il révéla ce qu'il avait découvert dans les notes marginales des registres de santé de l'époque coloniale, des notes que le médecin du district avait laissées. Ces notes suggéraient que Moussa avait systématiquement détourné les médicaments envoyés pour son frère, le laissant s'éteindre lentement d'une maladie traitable pour pouvoir s'emparer de ses biens plus rapidement. Un murmure d'horreur parcourut la foule. Les anciens eux-mêmes reculèrent, s'écartant de Moussa comme s'il était devenu pestiféré. L'accusation de sorcellerie qu'il avait lancée contre Adjoua se retournait contre lui avec une force dévastatrice. Ce n'était pas elle qui avait mangé l'âme de son mari, c'était lui qui l'avait laissé mourir par pure cupidité. Moussa, acculé, regarda autour de lui. Il ne vit que des visages fermés, des regards pleins de mépris. La peur qu'il avait semée s'était transformée en une soif de vérité. Il tenta une dernière fois de nier, de crier au complot, mais les documents officiels et la présence des gendarmes rendaient toute protestation inutile. Adjoua s'avança vers lui. Elle ne portait pas de haine sur son visage, seulement une immense tristesse. Elle ouvrit la boîte en fer blanc devant tout le monde. À l'intérieur, au-dessus des plans d'irrigation, se trouvait l'original de l'acte de propriété, soigneusement plié, ainsi qu'une lettre manuscrite de son mari. « Mon mari savait, dit-elle simplement. Il savait que ta soif de pouvoir te perdrait. Il a laissé ses preuves non pas pour te détruire, mais pour que la terre puisse un jour appartenir à ceux qui la travaillent vraiment. » Le tournant était radical. En quelques minutes, la bannie était devenue la propriétaire légitime, et l'usurpateur était devenu un criminel en fuite dans son propre village. Mais le plus grand miracle n'était pas légal. C'était le regard des villageois qui changeait. Ils ne regardaient plus le jardin comme une œuvre de sorcellerie, mais comme l'unique espoir de leur propre survie. Bakary sentit une larme couler sur sa joue. Il avait réussi.
Il avait sauvé Adjoa, mais en le faisant, il s'était sauvé lui-même. La petite boîte en fer blanc, autrefois symbole d'un secret pesant, était devenue la pierre angulaire d'un nouveau Kaba-Sira. Mais Moussa n'avait pas dit son dernier mot. La honte est un poison qui peut pousser un homme aux extrémités les plus sombres. Alors que les gendarmes s'approchaient pour l'emmener pour interrogatoire, il jeta un dernier regard de haine vers le jardin verdoyant. La bataille pour la terre était gagnée, mais la bataille pour l'âme du village ne faisait que commencer. L'air vibrait d'une électricité nouvelle au fond du ventre de la terre. Sous les lueurs vacillantes des torches et la lumière froide des lampes tempêtes portées par les gendarmes, le visage de Moussa se décomposait. Ce n'était plus l'homme fier qui haranguait la foule sous l'arbre à palabres. C'était un prédateur pris au piège, dont les griffes ne trouvaient plus de prise sur la réalité. Bakary, essoufflé mais porté par une force qu'il n'avait jamais connue, tendit les documents officiels à l'inspecteur de district. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle tempête. L'inspecteur, un homme au visage marqué par des années de service dans la brousse, ajusta ses lunettes et commença à lire à haute voix pour que tout le village entende. Chaque mot tombait comme une sentence. L'acte de 1952, le titre de propriété, les notes du médecin colonial, tout concordait. Moussa n'était pas seulement un menteur, il était l'architecte d'une trahison qui dépassait l'entendement. « Moussa, dit l'inspecteur d'une voix qui ne souffrait aucune réplique, ces documents prouvent que ce terrain, ainsi que les droits sur l'eau de la vallée, appartiennent à la veuve Adjoa par héritage direct. Ils prouvent aussi que vous avez sciemment dissimulé ces faits pour spolier une femme vulnérable. Et ce que M. Bakary a trouvé concernant la mort de votre frère fera l'objet d'une enquête criminelle immédiate. » La foule, qui quelques minutes plus tôt était prête à brûler le jardin, recula comme si le sol sous ses pieds était devenu brûlant. Les jeunes gens lâchèrent leurs gourdins, les torches furent abaissées. Dans les yeux des villageois, on ne lisait plus de la haine, mais une honte profonde, une prise de conscience brutale de la manipulation dont ils avaient été les instruments. Moussa, sentant le vent tourner, tenta un dernier geste de folie. Il se jeta vers la boîte en fer blanc qu'Adjoa tenait encore, comme s'il pouvait en détruire le contenu et effacer la vérité. Mais il ne parvint pas jusqu'à elle. Les gendarmes s'interposèrent avec une efficacité glaciale, le saisissant par les bras. Moussa se mit à hurler, des imprécations incohérentes, accusant le monde entier de comploter contre lui, mais ses cris s'étouffèrent dans le vide du cratère. Il fut emmené, traîné dans la poussière qu'il avait lui-même soulevée, sous les huées d'un village qui venait de retrouver la vue. Alors que les pas de l'escorte s'éloignaient, Adjoa resta immobile au centre de son Éden de pierre. Elle regarda Bakary, et pour la première fois une larme traça un sillon clair sur sa joue couverte de poussière. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais le signe que le barrage émotionnel qu'elle avait construit pour survivre venait de céder. Bakary s'approcha, posant une main respectueuse sur son épaule. « C'est fini, Adjoa, » murmura-t-il. « Le ventre de la terre ne sera plus votre prison, mais votre sanctuaire, et Kaba-Sira va devoir apprendre à demander pardon. Si cette conclusion vous touche, et que vous croyez, comme nous, que la vérité finit toujours par germer, prenez un instant pour vous abonner. Votre engagement nous permet de donner une voix à ceux que l'histoire a tenté de faire taire. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage de Bakary pour défier les puissants de votre propre communauté? Nous lisons chacun de vos messages. Le lendemain de la grande palabre, Kaba-Sira ne se réveilla pas comme d'habitude. Un silence de cathédrale pesait sur les cases. Les anciens, ceux qui avaient validé l'exil d'Adjoa, ne sortirent pas de chez eux avant midi. Ils savaient que leur autorité morale était en lambeaux, mais Adjoa, elle, était déjà au travail. Elle n'était pas retournée au village pour réclamer sa maison ou ses biens. Elle était restée dans le cratère, là où la terre l'avait accueillie quand les hommes l'avaient chassée. C'est là que le miracle de la réconciliation commença. Ce ne fut pas par de grands discours, mais par de petits gestes. D'abord, ce furent les femmes, celles qui avaient commencé à l'aider secrètement. Elles arrivèrent avec des paniers de nourriture, des semences précieuses, et surtout avec leurs bras prêts à travailler. Elles ne demandèrent rien. Elles se mirent simplement au travail, suivant les cercles de pierre qu'Adjoa avait tracés. Puis vinrent les hommes de la vallée, ceux dont les champs avaient été dévastés par l'érosion. Ils s'arrêtèrent au bord du cratère, chapeau bas, regardant avec admiration ce système de canaux qu'ils n'avaient pas voulu comprendre. Adjoa les reçut sans une once d'amertume.
Elle savait que la vengeance est une terre stérile qui ne produit que des fruits amers. « Ne restez pas là-haut comme des spectateurs », leur cria-t-elle depuis le fond du bassin. « Descendez, apportez vos houes. La terre n'appartient pas à celui qui possède un papier, elle appartient à celui qui sait la garder vivante. Ce que j'ai fait ici, nous pouvons le faire dans toute la vallée. L'eau ne doit plus être notre ennemi, mais notre allié. » Sous la direction d'Adjoua, et avec l'aide technique de Bakary, qui utilisait ses connaissances pour traduire les notes complexes du défunt gardien des semences, Kaba Sira entama une transformation radicale. Le jardin en cratère devint une école à ciel ouvert. On y apprenait comment retenir l'humidité, comment enrichir le sol sans le vider de sa substance, comment respecter les cycles que les ancêtres connaissaient mais que la cupidité avait fait oublier. Moussa fut jugé et condamné. Les enquêtes révélèrent l'ampleur de ces détournements et confirmèrent la négligence criminelle qui avait conduit à la mort de son frère. Il disparut derrière les barreaux d'une prison de district, mais son nom ne fut plus jamais prononcé au village. Il était devenu l'exemple de ce qui arrive quand l'ambition dévore la sagesse. Les années passèrent, et le visage de la région changea. Le ventre de la terre n'était plus un lieu maudit, mais le cœur battant de la communauté. L'ancienne station coloniale fut restaurée par les villageois eux-mêmes pour devenir un centre de stockage de semences et une coopérative gérée par les veuves et les déshérités. Adjoua, dont les cheveux avaient repoussé et blanchi comme les nuages de la saison des pluies, devint la conseillère la plus respectée de la région. On ne l'appelait plus la bannie, mais la mère de la terre. Bakary ne quitta jamais Kaba Sira. Il trouva sa rédemption, non pas dans le pardon de sa mère décédée qu'il ne pouvait plus obtenir, mais dans le regard des enfants à qui il enseignait désormais que la plus grande force d'un être humain est sa capacité à réparer ce qui a été brisé. Il devint le lien entre le savoir moderne et la sagesse ancestrale, veillant à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais. La scène finale de cette histoire se déroule un soir de récolte exceptionnelle. Le village entier est réuni au fond du cratère, devenu une jungle comestible, où les papayes pendent lourdement et où le maïs dépasse la tête des hommes. La petite boîte en fer blanc est exposée sur une stèle de pierre au centre du jardin, non plus comme un secret mais comme un monument à la persévérance. Adjoua, assise sur un banc de bois sculpté, regarde les enfants courir entre les rigoles d'eau claire. Elle repense au jour où on lui a arraché son pagne de deuil, au jour où elle pensait que le monde s'arrêtait à la limite de la poussière rouge. Elle sourit en voyant Bakary expliquer à un groupe de jeunes comment le système d'irrigation fonctionne. Elle sait maintenant que son mari n'est pas mort en vain. Son secret n'était pas une possession, c'était une promesse. La promesse que même quand l'injustice semble triompher, même quand les puissants utilisent la tradition pour écraser les faibles, il existe une vérité plus profonde, enfouie dans le sol, qui attend simplement une main patiente pour être révélée. La justice poétique de Kaba Sira est gravée dans chaque sillon de cette terre. La leçon est simple, mais elle résonne à travers les âges. On peut bannir une personne, on peut lui voler ses terres, on peut essayer de raser sa dignité, mais on ne peut pas arrêter la vie là où elle a décidé de fleurir. La force d'une femme seule, armée d'une boîte de secrets et d'une foi inébranlable en la terre, a suffi pour transformer un cratère de malédiction en un paradis de rédemption. Le soleil se couche sur le ventre de la terre, colorant le ciel de teintes violettes et orangées qui se reflètent dans les bassins d'eau. Adjoua ferme les yeux, respirant l'odeur de la terre mouillée et des plantes en croissance. Elle est en paix. Le cercle est bouclé. La graine qui avait été jetée dans la pierre a enfin déchiré la roche pour atteindre la lumière, et plus rien, jamais, ne pourra l'empêcher de grandir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous jusqu'au bout. Si cette histoire de résilience et de justice restaurée a vibré en vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Votre fidélité est notre plus belle récompense. Donnez une note à cette histoire de 0 à 10 en commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même au fond d'un cratère, la vie peut triompher. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'âme humaine.